Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur RTI 1 pour ce 20h. Nous sommes le 22 janvier, bienvenue. Il a prononcé une conférence au Royal African Society de Londres. Le président Alassane Ouattara a parlé des perspectives économiques et politiques en Côte d'Ivoire. Il a présenté le bilan de la gouvernance de 2011 à 2020. Le président ivoirien a rassuré le milieu d'affaires, notamment les investisseurs. Lui est en France. Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a échangé avec son homologue français Richard Ferrand. Les deux présidents ont entre autres évoqué des questions liées au cinquantenaire de la francophonie, au dossier des enfants sans identité et au genre. Présidentielle 2020 en Côte d'Ivoire, les organes de régulation de la presse et des médias ont une rencontre avec la commission électorale indépendante. Il a été question d'impartialité, notamment en garantissant aux candidats le principe d'égalité et d'équité pendant la période électorale. Et puis ce deuil national décrété au Burkina Faso après la mort de 36 civils suite à une attaque dans un marché du centre-nord. Le président burkinabé a appelé à une franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité et au renforcement de la solidarité entre burkinabés. Merci de nous rejoindre pour cette 30 minutes d'actualité sur RTI 1. On démarre ce soir à Londres, à la Royal African Society. Le président Alassane Ouattara a prononcé une conférence sur les perspectives économiques et politiques de son pays. Le chef de l'État a présenté le bilan de la gouvernance de 2011 à 2020 devant les membres de cet institut fort de plus de 1000 membres issus de tous les secteurs d'activité. Abiba Dambélé Saoué, envoyé spécial de la RTI. Promouvoir l'Afrique autrement est le credo de la Royal African Society, forte de son réseau de 1000 membres dans tous les secteurs d'activité. Un vaste réseau désormais au service de la Côte d'Ivoire pour l'aider dans son développement. Un institut qui a pour vocation de faire la promotion de l'Afrique et de ses potentialités, tant économiques que culturelles. La Royal African Society met en relation des élites africaines avec des investisseurs britanniques grâce à ses membres influents, composés de décideurs, de diplomates, de lords, d'intellectuels et de politiques. Le docteur Nicolas Westcott, ancien ambassadeur du Royaume-Uni près la République de Côte d'Ivoire, qui dirige cet institut prestigieux, se dit impressionné par les bonnes performances économiques de la Côte d'Ivoire. Nous sommes très impressionnés par la transformation économique en Côte d'Ivoire que le président a achevée. Donc nous voudrons aussi encourager, comme la réunion que nous avons tout à l'heure, avec les grands investisseurs britanniques. Donc je suis très optimiste sur l'avenir de notre partenariat entre la Grande-Bretagne et la Côte d'Ivoire. Et nous espérons le meilleur pour une élection paisible, tranquille, transparente avant la fin de l'année. La Royal African Society mène un véritable lobbying auprès des décideurs et des parlementaires britanniques pour la facilitation de l'obtention de visas pour les ressortissants africains. Le chef de l'État ivoirien a aussi eu une séance de travail avec le président du groupe de la Banque mondiale. Alassane Ouattara et David Malpass ont essentiellement parlé de financement de projets et de digitalisation. Abiba Dambélé Saoué. David Malpass, à la tête d'une importante délégation, a rassuré le chef de l'État sur les excellentes relations de coopération qui existent entre la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire grâce au leadership du président Alassane Ouattara et à la bonne gestion des finances publiques. C'est toujours un grand honneur pour nous de recevoir le président de la Banque mondiale, surtout qu'il nous a annoncé de très bonnes nouvelles. Et nous avons insisté sur le fait que nous allons travailler à améliorer la digitalisation parce qu'il faut améliorer l'inclusion financière, mais également, bien sûr, le financement des projets sociaux. Le président de la Banque mondiale est un homme bien connu. Il a été patron du Trésor américain et nous l'avions rencontré en son temps quand nous étions à Washington. Et nous savons qu'avec notre frère Ghanem également, que la Banque mondiale est en de bonnes mains
et s'occupera bien de la Côte d'Ivoire. Je dois ajouter que nous avons beaucoup de chance d'avoir aussi les représentants de la SFI et de MIGA qui contribuent énormément au financement de l'économie ivoirienne. En tout cas, je voudrais remercier le président et tous ses collaborateurs. De bonnes relations entre la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire, les deux partenaires ont indiqué leur détermination à être plus stratégiques dans leur coopération afin d'avoir un impact plus positif sur les populations. La question de l'économie occupe donc une bonne place dans ce séjour du chef de l'État à Londres. Lors de son exposé à la Chatham House, Alassane Ouattara, président en exercice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a parlé de la création et du fonctionnement de la future monnaie, l'ECO. Elle va remplacer le franc CFA. Concernant l'ECO, c'est la monnaie de 8 pays, en tout cas, de l'Afrique de l'Ouest. Et déjà en 2017, les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest m'ont confié la présidence de la conférence des chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et c'est à partir de 2017 que j'ai commencé les discussions avec le président Macron pour lui dire que nous voulons une évolution de l'accord monétaire que nous avons avec la France. Donc c'est une décision des Africains. Bien évidemment, ce sont des choses qui demandent des discussions entre les techniciens, mais nous, notre vision était très claire. Nous sommes engagés vers une monnaie ouest-africaine qui s'appelle l'ECO. Nous avons donc commencé les transformations nécessaires à nos relations avec la France pour aller vers l'ECO. Alors, les décisions que nous avons arrêtées, qui ont été annoncées en présence du président Macron, c'est des décisions des chefs d'État de l'UEMOA que j'avais vu au préalable le 3 décembre à Dakar et qui m'ont autorisé à prendre ces décisions que j'ai signées en leur nom. Un, c'était de dire que nous allons abandonner la terminologie de franc CFA et nous allons nous orienter vers l'appellation de l'ECO quand nous allons mettre l'ECO en place. Donc c'est notre décision. La deuxième décision que nous avons prise, c'était de dire que les avoirs, les devises que nous avons auprès du Trésor français dans le compte d'opération seront transférées à la Banque centrale et la Banque centrale en fera ce qu'elle voudra. Elle peut placer une partie à la Banque d'Angleterre, à la Banque du Canada, à la Banque de France, ailleurs, mais ces réserves ne seront plus au Trésor français et le compte d'opération sera fermé. Et le gouverneur est en train de procéder à cette fermeture. La troisième décision que nous avons prise, c'est de dire que les Français ne siégeront plus au conseil d'administration de la Banque centrale, au comité de politique monétaire de la Banque centrale et à la commission bancaire. Voici les trois décisions que nous avons arrêtées. Alors, il y a un peu de confusion dans l'esprit de certains. Le franc CFA continue de circuler jusqu'à ce que l'ECO soit mis en place. Mais je signale que les Cap-Verts ont exactement le même système que nous avons aujourd'hui avec donc la France. Les Cap-Verts ont une monnaie qui est ancrée sur l'euro et qui a la garantie du Portugal. Donc à la date d'aujourd'hui, nous avons exactement le même système. Nous avons décidé, moi je suis un banquier, je considère que l'arrimage à une monnaie dépend du commerce que vous avez avec ces pays. Pour le moment, parce que nous sommes des pays agricoles et notre commerce est avec l'Union européenne, nous sommes mis d'accord, les chefs d'État, que nous continuons la fixité, l'arrimage à l'euro. Parce que c'est ça qui est dans notre intérêt. Si nous étions tous des pays pétroliers, peut-être que nous aurions arrimé notre monnaie au dollar, comme le fait l'Arabie saoudite. Les gens oublient cela, l'Arabie saoudite c'est 10 fois l'UEMOA, mais leur monnaie est arrimée au dollar, parce qu'ils exportent le pétrole essentiellement vers les États-Unis. Nos importations vont vers l'Europe, produits agricoles, cacao, café, etc. Donc nous nous arrimons à l'euro. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand nous arriverons à remplir les critères de convergence? Déjà, je pense que les 8 pays de l'UEMOA remplissent quasiment tous les critères de convergence en 2019, mais pas tous encore. Les Cap-Verts remplissent les critères de convergence. S'il y a un ou deux autres pays en 2020 qui remplissent les critères de convergence, c'est 10 pays ou 11 pays ou 12 pays,
commenceront à former l'ECO avec une banque centrale commune et également avec une décision de la parité de la monnaie. Supposez que le Ghana rentre dans cette union l'année prochaine ou dans un an, le Ghana est un exportateur de pétrole, ils pourront dire, au lieu que nous soyons arrimés essentiellement à l'euro, peut-être nous devions être arrimés à une combinaison euro-dollar. Vous voyez donc, c'est du fantasme quand j'entends des gens dire, que la France... non, là, je trouve que le président Macron est une génération vraiment moderne. Il a compris que c'était mieux pour les pays africains que s'ils décident de faire ce changement, qu'ils le fassent. Et nous prenons nos responsabilités, nous l'avons fait. Et la France, nous continuons de demander la garantie de la France parce que pour notre monnaie, pour la stabilité des marchés. Et depuis que nous avons pris cette décision, vous voyez le marché de Londres, de New York ou de Paris, ça n'a pas bougé. Les taux d'intérêt sur le franc CFA à moyen et long terme, le taux d'intérêt sur notre dette, ça n'a pas bougé. Le taux d'inflation est toujours aussi faible. Je fais preuve d'humilité, mais je suis quand même ancien gouverneur de la Banque centrale, ancien directeur général adjoint du Fonds monétaire international. Je sais ce qui est bon pour mon pays. Donc les propos des populistes ne m'intéressent pas. Nous faisons ce qui est dans l'intérêt de nos populations, et nos populations ont un système qui marche. Nous avons 6 mois, vous savez, de réserve de change en devises. Aucun autre pays de la zone ne l'a au sein de la CEDEAO. Alors donc, nous voulons continuer cette garantie de la France au cas où, mais nous savons que ça ne va pas jouer puisque nous avons suffisamment de devises. Alors je vous dis tout cela pour dire que, c'est une réforme des chefs d'État, de l'UMOA, et deuxièmement, cela ne remet pas en cause notre volonté d'aller vers l'éco, mais il faut des critères de convergence, que tout le monde réduise ses dépenses pour que le déficit sur le PIB soit contenu, que le taux d'inflation soit réduit, que l'endettement soit réduit. L'endettement en Côte d'Ivoire est de 48%. Mais dans d'autres pays que je nommerai pas, c'est au-delà de 70%. Alors il faut que ces pays arrivent à réduire leur dette en dessous de 70%, et ainsi de suite. Donc la plupart des pays de l'UMOA remplissent ce critère, et je signale enfin que ces pays de l'UMOA ont un taux de croissance moyen de plus de 6% depuis 6 ou 7 ans. On me dira que c'est en grande partie à cause de la Côte d'Ivoire qui fait 40-45%, mais tous les autres pays ont fait des progrès. C'est-à-dire que la politique monétaire est bien menée, elle est bien gérée, les politiques structurelles, macroéconomiques sont également donc confortables. Voilà, donc je tiens vraiment à faire cette prévision, c'est notre décision, et nous allons vers l'éco. Quand l'Europe a décidé de l'euro, vous savez, la décision a été prise, mais il a fallu 3 ans pour que ça se matérialise. Alors pourquoi les gens veulent que nous on ait pris cette décision en 21 décembre 2019 et que ça se matérialise dans les mois qui suivent? Ça se fera pas à pas, avec prudence, en tenant compte de l'intérêt de nos concitoyens de la zone UMOA et de la zone CEDEAO. Donc je tenais à faire cette précision. Voilà, nous venons d'entendre le président Alassane Ouattara qui a parlé de la création et du fonctionnement de la future monnaie l'ECO devant la Chatham House de Londres. Après le Royaume-Uni, direction la France, Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a été reçu par son homologue français Richard Ferrand. Les deux hommes se sont intéressés aux questions du dossier des enfants sans identité, aux questions du genre, et ils ont aussi parlé de la vie de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Amadou Soumaoro étant le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Abiba Dambélé Saoué. Le président de l'Assemblée nationale, président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, a été reçu au Parlement français avec tous les honneurs dus à son rang. Le format de l'accueil du président de l'Assemblée nationale est l'un des plus grands de la République française, signe de l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la France. Tapis rouge, garde républicaine et poignée de main chaleureuse des deux personnalités en haut des marches du Palais Bourbon. Richard Ferrand, le locataire des lieux, a eu des échanges fructueux avec Amadou Soumaoro et sa délégation composée de 5 parlementaires ivoiriens.
Les discussions ont porté sur la diplomatie parlementaire et les activités de l'APF, les questions de l'état civil des enfants, le genre et l'organisation du cinquantenaire de la francophonie ont été également abordés. Nous avons parlé de la francophonie. J'ai informé le président Ferrand des initiatives que je comptais prendre. Initiatives dans le domaine de la promotion de la langue française, la promotion de la francophonie, l'éducation, la formation et puis surtout les enfants sans identité. On va s'intéresser à ce dossier parce qu'il n'est pas normal que des enfants naissent dans ce monde et qu'ils n'aient pas d'identité, qu'ils n'aient pas de papiers, qu'ils n'aient pas de reconnaissance juridique. Donc nous comptons à l'APF mettre un accent sur ce dossier et nous allons approfondir nos actions dans ce domaine-là. Cette visite de travail a été une occasion de présentation des vœux entre les deux personnalités. Le président du Parlement ivoirien a invité son homologue français pour une visite de travail en Côte d'Ivoire. Ils sont désormais commandeurs dans l'ordre du mérite de la communication. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko et le ministre de l'Intégration et des Ivoiriens de l'extérieur Ali Koulibaly ont été distingués par le ministère de la Communication et des Médias. Issaïo. Mérite de la communication. Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de la Défense, et Ali Koulibaly, ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, honorés par le ministère de la Communication et des Médias. Ils ont été faits commandeurs dans l'ordre du mérite de la communication. Cette distinction, initiée par le ministre Sidi Timoko Touré, vise à reconnaître le mérite des meilleurs professionnels et personnalités du monde de la communication et des médias. Monsieur le ministre d'État, votre talent et vos dons n'ont pas eu besoin d'attendre des années de maturité pour s'exprimer. Nous savons tous ici que vous avez été journaliste et directeur de publication du journal Le Patriote de 1991 à 1993 et de Mayama Édition dont vous assurez la présidence de la fondation éponyme. Monsieur le ministre Ali Koulibaly, qui ne se souvient du brillant journaliste présentateur qui nous informait et nous permettait de comprendre le monde? C'était sur les ondes de la radio nationale où très vite vous êtes promu directeur de l'information, de la voix, mais aussi un visage qui prend toute sa place sur le petit écran. Arborant fièrement leur médaille, les ministres Ahmed Bakayoko et Ali Koulibaly saluent l'initiative du ministère de la Communication et des Médias. Nous exprimons notre reconnaissance au chef de l'État qui a bien voulu que le ministre de la Communication puisse nous distinguer. Nous retournons aussi cette distinction au président de la République parce que c'est lui qui constitue notre référence. C'est une initiative qui nous touche sincèrement et profondément. Et j'aime ce milieu de la communication. J'ai donné beaucoup. Nous voulons également vous demander de traduire au président de la République, maître de tous les grands ordres de l'État, notre gratitude, notre reconnaissance pour cette distinction. Cette cérémonie marque la fin de la première édition des distinctions des meilleurs professionnels et personnalités du secteur de la communication et des médias, entamée le 17 décembre 2019. Au total, 95 professionnels et personnalités ont été honorés. 60 000 logements pour les enseignants de Côte d'Ivoire, c'est ce que vise la première phase du projet de logement destiné au corps enseignant. Pour sa mise en route, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a signé une convention avec le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Nadia Edja et Chakone. 60 000, c'est le nombre de logements qui sortiront des terres à l'issue de la première phase de ce programme immobilier. Des logements en location-vente ou en accès direct à la propriété, à prix abordable sans apport initial pour tout enseignant désireux d'acquérir une maison et justifiant d'un salaire minimum mensuel de 160 000 francs CFA. Un rêve devenu réalité à en croire les principaux concernés. C'est une satisfaction
Parce que les enseignants ont beaucoup souffert, ils ont beaucoup été anarqués. Aujourd'hui, toutes les dispositions sont prises pour que les enseignants bénéficient des loyers à moindre coût, sans apport initial. La convention signée ce jour entre le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, d'une part, et d'autre part, celui de la construction du logement et de l'urbanisme, marque l'engagement des deux entités à mener à bien cette action sociale d'envergure. Il s'agit pour nous de proposer une réponse appropriée, efficace et durable aux problèmes récurrents qui affectent la dignité et la performance de l'enseignant, au nombre desquels la question du logement occupe une place de choix. Nous nous attellerons au mieux à vous assister pour l'acquisition et la sécurisation des terrains. Nous coordonnerons le raccordement des sites de ces projets au réseau et nous assurerons l'encadrement du promoteur chargé de la construction des logements afin que la totalité des engagements pris soit tenue. Le projet de logement économique pour les enseignants s'inscrit dans la politique sociale du gouvernement. La réussite de la phase 1 permettra de l'étendre à l'ensemble des enseignants, mais aussi à tous les fonctionnaires du pays. Direction Hollande, où la protection sociale est au cœur d'une rencontre internationale. Les échanges de New Delhi sont consacrés à l'accélération des paiements numériques au titre de la protection sociale. La ministre ivoirienne de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté y participe. Hervé Blé, envoyé spécial en Inde. Une présence ivoirienne à New Delhi pour marquer l'engagement de la Côte d'Ivoire à faire le meilleur usage possible des paiements électroniques pour réduire la pauvreté dans ces zones rurales notamment. À New Delhi, la ministre Maria Toukoune est présente pour un partage d'expériences entre pairs de la coalition onusienne Bitter Than Cash Alliance. Créée en septembre 2012, la Bitter Than Cash Alliance est un partenariat mondial de 75 gouvernements, entreprises et organisations internationales qui accélèrent la transition des paiements en espèces au paiement numérique afin de réduire la pauvreté et de stimuler une croissance inclusive. Nous avons sûrement à apprendre des mécanismes qui ont déjà fait leur preuve par le canal du numérique sur des cibles d'une plus grande envergure. C'est pourquoi j'ai souhaité, au nom de mon pays et avec la délégation qui m'accompagne, me joindre à ce rendez-vous du donner et du recevoir pour bénéficier de la belle opportunité que nous offre le gouvernement indien et l'Alliance Better Than Cash. Et je voudrais souhaiter un excellent partage à nous tous ici afin que New Delhi, à travers l'économie numérique, soit le symbole d'une chaîne de réponse solidaire et durable pour donner toutes les chances aux populations vulnérables de tous les continents. Partageant l'expérience de la Côte d'Ivoire, la ministre Maria Toukoune a mis en exergue comment le président Alassane Ouattara et le gouvernement permettent à un plus grand nombre de ménages pauvres de bénéficier de transferts monétaires numériques afin d'accroître leurs revenus grâce au programme des filets sociaux. De mars 2017 à ce jour, le canal du Mobile Money a permis de rétribuer plus de 18 milliards de francs CFA, soit environ 36 millions de dollars USD. Et à la lumière des résultats donc obtenus, nous pouvons dire que la Côte d'Ivoire est dans la perspective d'une couverture nationale totale dès 2020 avec l'extension du projet filets sociaux productifs à 100 000 ménages supplémentaires. Le succès du programme des filets sociaux, la ministre Maria Toukoune, en compagnie de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance du Bénin, les a également présentés au ministre indien de la Loi et Justice, de la Communication et des Technologies électroniques et de l'Information. Aussi évoqué l'appui de l'Inde au programme des filets sociaux, un appui qui pourrait être formalisé dans l'avenir. À près de 8000 km de l'Inde, on se rend en Espagne. La 40e foire internationale du tourisme de Madrid s'est ouverte ce mercredi. Un événement mondial qui réunit chaque année des professionnels de l'industrie touristique. Côte d'Ivoire Tourisme est sur place pour la valorisation du potentiel touristique ivoirien auprès d'une clientèle espagnole passionnée de tourisme vert et de culture. Comme à chaque édition, ce salon est couplé au Forum d'affaires et d'investissement touristique pour l'Afrique, dénommé Investour, qui est à sa 11e édition. Il s'ouvre demain et la Côte d'Ivoire fait partie des pays invités.
Dans l'actualité politique, à quelques mois du scrutin présidentiel ivoirien, la commission électorale indépendante CEI rencontre les organes régulateurs de la presse et des médias. À l'ordre du jour, comment garantir aux candidats le principe d'égalité et d'équité pendant la période électorale? Aboulaye Koné. Autour de la table, la AK, la RTCI et l'ANP. Ces organes régulateurs ont été invités par la CEI à emmener la presse et les médias à mettre l'accent sur le respect des règles de l'éthique et de la déontologie pendant les élections. Il était important pour les organes de régulation de rencontrer le président de la CEI qui organise ces élections-là. Donc nous avons eu une séance de travail très importante, séance au cours de laquelle nous avons déterminé la façon dont nous devons travailler. Et nous avons convenu d'un certain nombre de choses que nous allons mettre en pratique à l'occasion de la régulation de la presse pendant le processus électoral. Au-delà de l'identification du rôle des uns et des autres pendant cette période cruciale, la RTCI, quant à elle, prévoit des mesures pour contrer les dérives observées sur Internet et sur les réseaux sociaux. Au niveau de la RTCI, nous allons être encore plus vigilants. Nous allons nous doter de nouveaux outils et puis renforcer surtout notre cyberespace en contrôle. Le scrutin présidentiel arrive avec son lot de dispositions. Sont interdits tous les écrits injurieux, diffamatoires, attentatoires à l'honneur, à la dignité des candidats ou incitant à la haine à leur encontre. Une injonction que tous les organes de presse et les médias sont invités à respecter. Toumoudi, ville du centre de la Côte d'Ivoire, accueille la deuxième étape de Bonjour Tour 2020, émission humoristique à succès de la RTI. Parassoro Koné nous y conduit. Stade municipal de Toumoudi, c'est le lieu choisi pour abriter la deuxième étape de l'émission humoristique de la RTI Bonjour, émission qui s'inscrit dans le cadre de Bonjour Tour 2020. À cette occasion, les humoristes sur scène ont tenu le public en haleine. Il y a un jeune homme là, il m'a vu, il dit il veut m'épouser. Ah oui. Donc il allait me présenter à sa maman. On arrive là-bas, sa maman fait hi, mon fils, ça avait pilon image maintenant. Attends, vous riez pour ce qu'il a dit ou bien vous vous moquez de moi? Et puis il est sorti. Mon neveu a commencé à prendre Yacouba, 2 jours net, sa nuque a commencé à pousser. Il dit il arrête Yacouba. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de Yacouba dans l'armée, sinon de toute façon le gouvernement va dépenser sur Béré. La direction générale de la RTI vous salue. Vous savez, c'est un groupe. Vous savez, bonjour, c'est ça. C'est se rapprocher des populations. C'est d'être avec vous. Et c'est un partenariat signé. Madame le ministre a dit, chaque année, il faut qu'on vienne à Toumoudi. Les populations, elles, se disent fières d'avoir pu communier avec leurs humoristes préférés. La marraine de ce grand rendez-vous du rire, le ministre de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public s'est réjoui de la mobilisation exceptionnelle de la population et des différentes prestations des humoristes. Je voudrais appeler à la cohésion dans notre région, à la cohésion à Toumoudi. Parce que ces moments que nous partageons, je voudrais que nous puissions les partager régulièrement, tous les jours, que nous puissions nous apprécier. À la fin de ce moment de convivialité, les spectateurs ont eu droit à un feu d'artifice offert par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Fini Bonjour à Toumoudi. Rendez-vous à Abosso le samedi 25 janvier prochain pour plus d'humour et de rire. Et partout, c'est avec moi que les filles aiment sourire. Elles prennent des photos avec moi. Alain, c'est quoi? C'était quoi de mauvais? C'était quoi de méchant?
L'actualité internationale est marquée par ce deuil national au Burkina Faso. 36 personnes ont été tuées dans une attaque terroriste dans un marché de San-Mantenga, zone centre-nord. Le président Roch-Marc Kaboré a décrété un deuil national de 48 heures allant du mercredi 22 janvier au jeudi 23 janvier. Il a appelé à une franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité et aussi au renforcement de la solidarité entre Burkinabés. Coronavirus en Chine, le pays dénombre 17 morts, plus de 400 cas recensés et des centaines d'autres redoutés. Pékin s'inquiète de la propagation d'un mystérieux virus semblable au SRAS. De nombreux pays voisins sont en alerte. L'OMS prévoit une réunion d'urgence sur la question. À Wuhan, épicentre de l'épidémie, sur ordre des autorités, le port du masque est obligatoire dans les lieux publics. Et c'est tout pour ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fin de soirée sur RTI 1.